Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle session Twitch. Aujourd'hui, on va parler de Build, de la fameuse conférence que Microsoft a créée il y a quelques années et qui permet aux développeurs et aux décideurs d'être au courant des dernières annonces, nouveautés proposées par Microsoft à destination de ses clients. Dans ce cadre-là, j'ai la chance d'être accompagné de 4 stars, des guest stars, parce qu'il faut savoir que concrètement, on se retrouve dans Twitch à avoir le concept de guest star. Donc le guest star, c'est quoi? Ce sont des invités. On va voir qu'on vous a préparé des démos qui normalement ne vont pas fonctionner parce que voilà, c'est les aléas du direct. Donc ce soir, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur d'accueillir 3 guest stars, 3 collègues de Microsoft d'ailleurs, il faut le savoir. Thomas, Laurine et Christopher. Salut tous les 3. Hello. Salut. Bonjour à tous. Salut Christopher. Salut. Alors, il faut savoir que mes 3 collègues ont accepté de bosser durant une semaine d'arrache-pied sur les principales annonces de Build, de vous livrer au final ce qu'il y a de plus important. Alors justement, Laurine, honneur à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Donc Laurine, moi je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft. Et je suppose que tu avais prévu une petite anecdote pour moi ou on attend Si, moi ça me va très bien, vas-y. C'est quoi l'anecdote? J'anticipe tes demandes. Elle me connaît bien, malheureusement. Malheureusement, c'est clair. Écoutez, pour vous donner un petit peu un aperçu de ma personnalité, pour une anecdote un peu rigolote, en rapport avec Microsoft, la semaine dernière, moi je suis basée à Dublin, je devais rentrer à Dublin en avion. Comme je suis un peu avare, je voulais pas payer trop cher mon billet, je l'ai pris un dimanche soir à 23h. Je suis arrivée au boarding et j'ai donné mon passeport et la dame m'a dit « Mais vous n'êtes pas enregistrée sur ce vol, mademoiselle ?» Effectivement, je m'étais enregistrée pour le dimanche d'après. Donc, voilà. Tu t'es C'est ma trompé grande d'une spéciale. semaine. Ah ouais. Exactement. Donc peut-être t'as que prévu là, un on va se supplément. tromper des mots, mais c'est pas grave. T'as payé un supplément ou pas? Oui, 45 €. Tu vois, comme quoi il fallait mettre le prix dès le début. Salut Christopher, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Salut à toutes et à tous, Christopher Maneux, je suis Cloud Advocate dans les équipes Engineering d'Azure sur la partie Data Engineering Analytics. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et en petite anecdote, samedi dernier, comme je savais que j'allais avoir une grosse semaine, j'avais besoin de chocolat pour me préparer à ce live. Et donc, j'ai fait ma propre tablette de chocolat. Voilà, c'est des choses que certains font, à date de pistache et de noisettes torréfiées. Voilà. Donc toi, ton hobby, c'est de faire des tablettes de chocolat. C'est ça? J'ai plein de hobbies, notamment la plongée sous-marine dont je parle souvent dans mes conférences. Ouais. Mais là, j'ai testé de me mettre au chocolat, c'est pas mal. Et qu'est-ce qui N'hésite pas à nous en envoyer. Ouais, si tu livres, je suis preneuse. Et qu'est-ce qui t'a fait plonger justement dans tout ce qui est plongée, etc. En fait, j'ai passé 7 ans de ma vie à avoir peur de mettre la tête sous l'eau, traumatisé par des cours de natation avec une pédagogie à l'ancienne, hein, dirons-nous. Tu coules et tu survis. Et en fait, j'ai un ami de la famille qui m'a dit « Ah, mais si tu veux, on peut essayer de faire de la plongée. » J'ai dit « Pourquoi pas ?» Et depuis, je supporte pas de nager, d'être à la surface. Très bien. Jolie histoire. Ouais, sacrée histoire. Thomas, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder In Real Life avec Charlotte Yarconi. C'est une émission de Charlotte Yarconi qui est la chief, je sais plus quoi, officer de Microsoft Azure. Et elle fait une série d'interviews avec des Microsofties qui ont des gens qui s'engagent dans du bénévolat, dans plein d'autres choses, etc. Et il y a un épisode sur ma peur de l'eau et comment je l'ai surmontée. D'accord, écoute, je savais pas. Très bien. Cool. Thomas, à toi. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Thomas Ranou, Cloud Solution Architect dans l'équipe de Laurine et de Philippe. Et je le dis avec entrain, tu as vu Philippe. En général, en nous côtoyant, c'est 2 ans de psy minimum. Mais c'est bon, tu fais bien de le préciser. On survit. Et comme petite anecdote, ce que je peux vous dire, c'est que dans le temps, lorsque je jouais au foot dans le Finistère, par chez moi, j'ai eu la chance de faire un match contre Stéphane Guivard, champion du monde 98.
qui a décidé d'arrêter sa carrière après avoir joué contre moi. Il était pas au niveau. C'est pas au niveau. Ouais, franchement, on te croit. Après, Guivard. On voit ce que ça a donné après. Voilà. Après, tu Ma parles carrière de Guivard. footballeur a finalement terminé chez Microsoft. Écoute, c'est beau, bravo. La réunion des cloud alcooliques, c'est vrai que ça fait un peu ça. Alors, la semaine dernière, très rapidement, j'ai commencé un live Twitch sur la Z500. On avait parlé de Azure Active Directory, des différentes manières de synchroniser les users. Vous savez, ceux qui m'ont suivi, PHS, PTA, ADFS, etc. Ou même AIP. Bref, tous ces termes-là qu'on a vus la semaine dernière, sachez que la semaine prochaine, le mardi 6 juin à 17h30, donc dans quelques jours, je vais animer une autre session Twitch sur la Z500 pour vous permettre de vous certifier dans de bonnes conditions. Et cette session Twitch, on parlera de Privileged Identity Management, PIM, qui est un service payant, soit dit en passant. On parlera aussi de la gouvernance et de la sécurité des applicatifs dans le cloud Azure. Donc n'hésitez pas, bien entendu, à vous connecter. Pour vous inscrire, ça va être une des questions, il y a ce site web-là. Ça, c'est le premier. Et on a la chance, l'honneur, comme je vous ai dit, d'être accompagné de Thomas aujourd'hui. J'ai bientôt fini la pub, vous inquiétez pas les trois. Et donc Thomas, il va animer une session Azure Real World, cette fois jeudi prochain, donc dans une semaine. Donc dans une semaine à 17h30, depuis le deuxième lien que je vous envoie ici, vous allez pouvoir déployer une application en live avec Thomas de A à Z sur ACA, Azure Container Apps. Donc le principe d'Azure Real World, pour rappel, c'est pas de chichi, c'est pas des workshops, c'est pas des démos, c'est on déploie une infrastructure de A à Z avec des critères de réussite qui correspondent au monde de la production. Donc c'était l'avant-dernier point que je voulais voir avec vous. Le dernier point, bien entendu, comme de coutume, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat avant que nous on commence à vous parler. Ça fait déjà un quart d'heure, c'est pas mal. Avant que nous on commence à vous parler, bien entendu, de Build. Alors, on a déjà plusieurs personnes qui se présentent. Donc, on a Christopher de Microsoft. Ça va, il se présente lui-même. Moi, ça me va. Il y a trop de monde, en fait. Il y a Stéphane, le fameux Québécois, qui a plusieurs heures de décalage horaire. Et à chaque fois, il me dit, je suis avec le café par intraveineuse pour te suivre, Philippe, quand même. Donc, on peut quand même l'applaudir, objectivement. On a Amine, ingénieur DevOps chez Open. On a Abed Kanbar, sterndeveloper.net senior. On a Christian de Michelin. On a Thomas de Microsoft. Ouais, je sais, je l'ai invité, je suis d'accord. On a Mohamed de Tunis, admin infra. Julien de Microsoft DevRel. Salut Julien. On a Grouna au travers d'Arnaud, qu'on connaît bien aussi. Punisher, Michael, DBA, SQL, Azure Amadeus. Donc il a la chance de travailler sur la Côte d'Azur. Julien de WeConnect. Comme mardi, toujours pas trouvé ma fonction. OK. Et on a Romain de Coexia, responsable of Data Protection, avec qui d'ailleurs, avec Romain, on va sortir une vidéo bientôt sur PureView. Bienvenue Romain. Écoutez, ça fait beaucoup de beau monde. Il y a déjà 23 connectés en live. Vous êtes toutes et tous a priori présentés. Ce que je vous propose, avant de laisser la parole à ma collègue Laurine, je vais vous rappeler pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, Build, c'est une conférence annuelle qui est organisée par Microsoft, qui est destinée aux développeurs et aux décideurs qui utilisent les produits Microsoft. Ça peut être Windows, ça peut être Office 365, ça peut être Azure. Bref, toutes les technologies de manière générale proposées par Microsoft. Pour la première fois, elle a été organisée en 2011, cet event. Il est donc annuel et il a remplacé un autre event qui s'appelait la PDC, Professional Developer Conference. Peut-être que ça vous dit quelque chose, parce qu'en 2008, je dis bien en 2008, lors de la conférence PDC, il y a eu une annonce très importante qui a été faite. Est-ce que quelqu'un peut nous dire en 2008 qu'est-ce qui s'est passé à la PDC? Donc pour rappel, la PDC, c'est l'ancêtre de Microsoft Build. Qu'est-ce qui a été annoncé en 2008 à la PDC? Au moins dans le chat. Pardon? On a le droit de jouer pour le cadeau, non? Non, il n'y a pas de cadeau. La bêta d'Azure, exactement. À l'époque, Grouna, bien joué Arnaud, à l'époque, en 2008, donc on avait annoncé la bêta d'Azure. Il faut savoir qu'à l'époque, Azure s'appelait Windows Azure. Et par la suite, on l'a renommé en Microsoft Azure.
pour dire que c'était global à tous les produits Microsoft et pas que destiné à l'OS Windows. Alors c'est passionnant, je vais pas trop en parler parce que les autres ils vont me dire en fait on était là pour discuter mais il n'y a que lui qui parle. Mais c'est passionnant si vous voulez connaître l'histoire d'Azure parce que ça vient d'une personne chez Microsoft qui s'appelle Ray Ozzi et qui a travaillé avec différentes autres personnes pour créer un système d'exploitation dédié au cloud. Enfin, on pourra en discuter, mais on pourrait faire un live Twitch sur l'histoire d'Azure. Ce que vous utilisez tous les jours avec votre clavier, avec votre souris, messieurs, dames, comment des gens chez Microsoft ont eu l'idée de créer Azure et on pourra en discuter. Voilà. Ce serait cool. Ça serait pas mal un live là-dessus. Ouais. Donc ça, c'était l'avant-dernier point que je voulais vous dire. Et donc, on va parler de Microsoft Build. Pourquoi ? Parce que l'événement s'est déroulé la semaine dernière, du 22 au 24 mai, à Seattle, près du campus de Microsoft, puisque le headquarter de Microsoft est à Seattle. Le premier jour, le PDG, notre PDG, Satya Nadella, s'est adressé à la presse et aux participants et a fait des annonces sur les avancées technologiques proposées par Microsoft à destination de nos clients. Et donc concrètement, on est là aujourd'hui pour vous parler des annonces. Et pour commencer les annonces, il y en a une qui a fait grand bruit et qui est liée à l'intelligence artificielle. Je vais laisser la parole à Laurine. Vas-y Laurine. Yes, merci beaucoup Philippe. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet des annonces qui tournaient principalement autour d'Azure, je voulais quand même revenir sur le concept qui a vraiment qui a sous-tendu un petit peu toute l'event build. C'était vraiment le Copilot en fait. Donc qu'est-ce que c'est Copilot? Vous en avez sûrement entendu parler parce que c'est pas sorti non plus à la build, mais ça a été vraiment le fil conducteur. C'est l'assistant intégré en fait qui vous permet d'utiliser la puissance de ce qu'on appelle les large language models et de les combiner en fait à vos données, à vos applications pour pouvoir améliorer les expériences utilisateurs. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'avec des offres Copilot, on en a entendu parler sur M365 Copilot, Dynamics Copilot, ça va vous permettre d'avoir en fait un chat intégré et de demander via ce chat à Copilot de faire des actions à votre place, par exemple de résumer les points d'une réunion Teams et d'en faire un PowerPoint, une présentation directement. Donc ça, c'était vraiment le concept qui a sous-tendu infusé en tout cas toute la build. Et en particulier, je voulais revenir quand même sur les annonces de plugins. C'est une annonce qui a fait un peu de bruit. Donc les plugins, l'intégration en fait de ces plugins, la promesse qu'il y a derrière, c'est cette interopérabilité des plugins existants de ChatGPT avec les offres MS Copilot. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a déjà des plugins que vous pouvez utiliser avec par exemple Bing Chat. Et vous avez aussi la possibilité, en tout cas les développeurs ont la possibilité de créer leur propre plugin directement avec GitHub Copilot et Visual Studio. Et l'avantage de GitHub dans sa version Copilot avec Visual Studio, c'est que même par exemple, vous allez avoir votre framework Python, vous n'êtes pas forcément hyper à l'aise avec ce langage-là, le Copilot va pouvoir vous aider, vous expliquer, clarifier un petit peu l'écriture de votre code, le rendre propre, etc. Pour les autres utilisateurs. Donc vraiment, il y a un fort accompagnement et une simplicité aussi dans GitHub Copilot qui vous permet derrière d'intégrer en fait ces plugins, de les créer et de les intégrer derrière aux offres Copilot de Microsoft. Comment ça se passe? Oui, pardon. Oui, alors concrètement, un plugin, moi si j'ai bien compris la logique qui sous-tend, c'est qu'imaginez demain, c'est l'anniversaire de ma femme et je peux demander à ChatGPT de me réserver un restaurant dans les 10 km autour de chez moi, chez un grand restaurateur, ouais, je crois que c'est un étoilé par exemple, bon ça va me coûter pas mal, mais quand même, c'est l'anniversaire de ma femme. Et automatiquement, il va pouvoir le faire via des API auprès du site web du restaurateur. C'est ça, globalement, les plugins. C'est ça, peut être exactement. Ouais. Ça peut être une idée, et c'est une idée qui existe probablement déjà. Non, je viens de déposer le brevet et je quitte Microsoft ce soir. En fait, c'est toi le CEO d'OpenTable, c'est ça que tu veux pas nous dire. C'est ça. Mais effectivement, c'est un plugin, un plugin qui existe déjà pour le coup. Mais imaginons que vous êtes un retailer, par exemple, vous voulez créer votre propre plugin. Vous avez la possibilité de le faire
en créant votre propre plugin avec GitHub Copilot et Visual Studio. Donc ça, c'est plutôt l'offre intéressante et c'est assez simple, hein. La démo qui a été faite pendant Build, c'était vous prenez un fichier JSON avec les caractéristiques, par exemple, de vos produits, si on part du principe que vous êtes un retailer, un site de e-commerce, et un fichier JSON qui va décrire en fait ce que va faire le prompt, donc l'invitation de commande. Donc on va dire à l'IA, ben voilà, tu vas faire ça et c'est ça que tu vas répondre au client. Ça va utiliser en fait une API et un framework, là en l'occurrence c'était un framework Python, pour pouvoir derrière exposer les points de terminaison pour que ChatGPT puisse les appeler. Et voilà, après c'est assez simple, hein, vous avez la possibilité donc de publier vos propres plugins. Et pourquoi j'en parle? Parce que on parle de GitHub, on parle de Visual Studio, là, ça ne parle pas du tout d'Azure. Mais en fait, la solution sous-jacente, et surtout quand vous voulez rentrer en production et donc mettre à l'échelle votre plugin et atteindre comme ça 1 million d'utilisateurs, vous avez besoin d'une technologie cloud et en l'occurrence sur Azure, de technologies ou des solutions de conteneurisation type AKS, Azure Kubernetes Services ou Azure Container Instances, par exemple. Voilà. Et Donc ça, d'ailleurs, c'était la première info. Ouais. à ce propos, on n'a pas fait de démo sur Azure OpenAI et ChatGPT. Est-ce qu'on l'a fait rapide? Est-ce Bah, que ça... écoute, je te propose de la faire. Tu Ouais, t'anticipes le prochain sujet. T'anticipes le prochain sujet puisqu'on allait parler de Azure OpenAI Studio. Et effectivement, c'est la console qui permet derrière de jouer un petit peu avec ChatGPT. Alors moi, j'ai pas accès à la démo, alors moi mais je peux faire la démo, mais est-ce que ça vous intéresse d'avoir une démo de ChatGPT dans Azure OpenAI, dans le chat? Parce qu'autant tout le monde connaît, tout le monde l'utilise et tout le monde va se dire non, non, ça. Ouais, alors on a En Swoonger attendant qui est qu'il y ait des intéressé. réponses, Oui. je voulais rebondir sur ce qu'a dit Laurine en disant si vous faites des plugins à Copilot, il va falloir une plateforme pour les héberger et pour pouvoir absorber la charge. On a révélé lors de cette build que ChatGPT, la version hostée par OpenAI, est backé par Cosmos DB. Tous les chats, tout l'historique des chats d'OpenAI est en fait conservé dans une base Cosmos DB. Et on sait tous l'explosion en termes de nombre d'utilisateurs qu'a eu ChatGPT, donc ça vous donne une idée de la scalabilité de certains des services. Très clair. exactement. Ce que je propose, donc normalement, j'ai lancé Azure OpenAI directement. Donc là, je me retrouve dans l'interface de ChatGPT. Donc une des différences, c'est que ChatGPT, lui, il est détenu par une société. Et Azure OpenAI fait que tout ce que vous allez faire comme interaction avec ChatGPT dans Azure reste dans Azure. Donc vos données restent dans Azure. C'est un point qui est quand même suffisamment important. Donc là, hop, je switch de directory et je vais me connecter à mon instance de ChatGPT. Ici, je vais avoir ce qu'on appelle le system message. Alors le principe, moi j'aime bien dire que vous allez faire rentrer ChatGPT dans la peau d'un personnage. Vous allez lui donner son rôle. ChatGPT, il faut voir ça comme un acteur d'une certaine façon. Donc là, je vais lui définir dans quel contexte je vais faire appel à lui. Par exemple, je vais dire, tu es un joueur invétéré de Zelda et tu vas me donner des conseils sur la façon de bien jouer. Parce que clairement, je ne suis pas très bon à Zelda. Donc ça, c'est le contexte. Mais ça pourrait être, tu es un acteur de film type comics et tu postules pour un rôle en tant que Spider-Man et tu veux me donner tous les clés, les moyens pour performer lors de mon interview pour passer le casting. Donc là, à la gauche, vous créez sa personnalité, vous l'orientez vers ses réponses, mais vous voyez ici que vous avez différents templates. Par exemple, si vous voulez lui faire parler de Xbox, qui est la console de Microsoft. Ça marche aussi très bien, comme dit Christopher, sur tu parles comme maître Yoda. Et ici, sur la droite, il va y avoir la session de chat où vous allez pouvoir interagir. C'est ce qu'on appelle le prompt. Vous allez pouvoir interagir avec ChatGPT. Donc, dans ce cadre-là, je vais lui dire donne-moi des conseils pour être un excellent joueur à Zelda. Et là, logiquement, il va me donner quelques conseils
Donc il me dit d'explorer chaque recoin de la carte, de maîtriser les commandes, d'utiliser vos armes et capacités, d'apprendre les faiblesses de vos ennemis. Ça, c'est plutôt travailler sur le pattern, d'économiser vos ressources, d'être patient, d'utiliser votre... Bref, plein de conseils. Alors que vous pouvez trouver bateaux, mais qui sont mis bout à bout, peuvent être intéressants. Donc ici, on a l'interaction avec ChatGPT. Cette interaction, on va pouvoir l'intégrer, l'inclure directement au travers du code Python, JSON, C, curl qui est proposé et d'un endpoint public et d'une clé de sécurité. Directement, vous allez pouvoir l'intégrer par exemple dans une web app Azure. Donc ce code-là, vous allez pouvoir l'inclure dans un fichier JSON, Python, etc. et avoir ChatGPT directement dans votre web app, ce qui va permettre de l'intégrer beaucoup plus facilement à votre site web. Sur la droite, on voit que ChatGPT va prendre en compte les 10 dernières interactions avec moi pour me donner des nouveaux messages. Donc ça veut dire qu'il est capable de prendre en compte mes remarques quant à ses réponses, mes interactions quant à ses réponses, pour pouvoir petit à petit mieux être en adéquation avec ce que j'attends de lui. Mais il peut le faire sur les 10 derniers messages. Ensuite, si on va dans les paramètres, on vous parle du nombre maximum de tokens qu'il va pouvoir délivrer lors d'une question. Alors c'est quoi un token? Un token, on va dire que c'est à peu près 4 caractères. Donc ça veut dire que par défaut, il peut répondre dans une réponse qui va faire une taille de 3200 caractères. Et la température, alors sans trop rentrer dans les détails, mais ça vous permet globalement, plus la température est élevée, plus il va faire preuve de créativité dans ses réponses, et plus la température est basse, moins il va faire preuve de créativité. Voilà ce que j'avais à vous dire dans ma petite démo de ChatGPT. On est bon, Laurine, toi qui vois pas ce que j'ai montré? Ça va ou Yes. pas? Si, Super. j'ai réussi. J'espère juste que ça a pas trop fait laguer la caméra ni le son, mais oui, j'ai vu. Je te laisse continuer. Ouais, ça marche. Donc là, ce qu'a présenté Philippe, c'est une version qui est déjà disponible en preview avec GPT 3.5 notamment. La proposition de valeur ajoutée qui a été faite pendant Microsoft Build, c'est la possibilité en fait d'ajouter ses propres données, donc les données par exemple de son entreprise. On va reprendre l'exemple du site de e-commerce. Vous avez envie d'améliorer un petit peu l'expérience client de votre clientèle et vous voulez intégrer donc des données, par exemple, comme les politiques de retour que vous avez mis en place au sein de votre entreprise. Pour cette partie-là, en fait, maintenant, Azure OpenAI Studio vous permet en fait d'intégrer vos propres données via des bases de données. Ça peut être du blob, du stockage blob, ça peut être du Cosmos DB, et ça peut aussi être du cognitif, du Azure Cognitive Search, pardon. Et on reparlera de ça juste après parce qu'il y a eu aussi des nouveautés là-dessus. Et à partir de ça, en fait, vous avez la possibilité donc soit de demander à l'IA juste de se baser sur vos données internes pour répondre aux questions du client. Donc, soit la possibilité de dire à l'IA, tu te bases sur ces données-là et si possible, tu enrichis aussi avec d'autres données. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée qui a été inscrite et pendant les démos qui ont été faites dans Build, c'était assez facile en fait. Ça avait l'air en tout cas très simple à mettre en place sur Azure OpenAI Studio. La promesse qui est faite derrière, finalement, c'est de créer votre propre expérience Copilot pour vos utilisateurs, que ce soit vos utilisateurs internes d'ailleurs ou vos utilisateurs externes. Donc voilà, c'était la principale, en tout cas, annonce qui a été faite sur Azure OpenAI Studio. Et effectivement, avec la fonction donc, Azure Cognitive Search, vous avez aujourd'hui la possibilité de faire ce qu'on appelle de la recherche vectorielle. Donc, si vous avez déjà utilisé Azure Cognitive Search, c'est un petit peu le moteur de recherche d'Azure finalement. Et c'était vraiment basé sur de la recherche sémantique. Donc, vous aviez par exemple un mot donné, l'IA allait tenter d'interpréter ce mot et puis de vous donner la réponse en langage naturel, en tout cas, qui
était la plus pertinente vis-à-vis de ce que vous aviez tapé dans la barre de recherche. La partie sémantique, elle repose beaucoup sur du texte, forcément. La partie vectorielle va plutôt reposer sur des données qui sont plutôt non structurées, des fichiers audio, des fichiers vidéo. Et ça va, par exemple, vous avez une image d'un chien bleu avec des lunettes et vous allez demander, grâce à une recherche vectorielle, de vous trouver une image la plus proche possible, en fait, de ce chien bleu à lunettes. Et c'est ce que va essayer de faire l'IA, c'est-à-dire qu'au sein d'un même espace vectoriel, elle va chercher finalement les vecteurs qui sont les plus proches, donc les plus proches, pour vous donner comme ça la réponse la plus pertinente. Et concrètement, comment ça se passe? Vous avez besoin donc de créer, en tout cas dans un environnement plutôt de production et en termes de mise à l'échelle, vous avez besoin de créer une sorte de base de données de vecteurs avec des fichiers audio, des fichiers images, etc. Et puis, derrière, de créer aussi des requêtes qui viennent s'inscrire dans le même espace vectoriel pour derrière, en fait, pouvoir avoir une réponse pertinente et une requête, en tout cas, qui donne une réponse pertinente par rapport à vos données. Voilà, donc ça, c'est un produit qui est assez cool, en tout cas. Et je vous invite à aller regarder l'une des keynotes qui était Vector isn't enough. C'était vraiment hyper intéressant. C'était avec Elastic en particulier et je vous invite vraiment à les regarder. Et la dernière annonce autour d'IA, autour d'Azure OpenAI Studio, c'est la partie Azure AI Content Safety. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un produit qui repose sur une API qui va venir monitorer un petit peu le contenu de vos applications, en tout cas des requêtes que vous allez formuler à votre IA générative. Et ça fonctionne sur un principe de hiérarchisation, en fait. Donc, c'est pour des contenus, des propos violents, des propos à caractère sexuel, etc. Et ça va venir graduer et hiérarchiser ces propos. Et ça va permettre, en fait, aux personnes qui gèrent les contenus, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur les chats, de pouvoir déjà avoir cette vue hiérarchisée, de pouvoir prioriser les contenus qui sont les plus violents ou les plus heurtants. Et vous pouvez aussi demander à votre bot, par exemple, de rejeter toutes les requêtes ou une partie des requêtes ou les requêtes les plus violentes qui sont faites et donc de ne pas répondre à cette requête quand elle est posée par l'utilisateur. Donc là, c'est assez intéressant. Et si vous voulez faire la démo, il y avait une démo pendant le keynote, il prenait l'exemple, on demande à l'IA comment est-ce que je coupe du bois, et puis on change le mot bois et on met comment est-ce que je coupe une personne. Et là, l'IA tout de suite réagit et vous dit c'est caractère trop violent, donc je ne réponds pas. Et tout à l'heure, j'ai fait le test avec juste ChatGPT 3.5 et l'IA m'invite clairement à aller me faire soigner. Donc, c'est assez rassurant en termes de d'IA responsable, je trouve. Écoute, très clair, il y avait une vidéo. Est-ce que tu veux qu'on la passe là, à 25 minutes 40 secondes pour la démo? C'est la vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, j'ai résumé en fait le contenu de la vidéo. Hein, c'était par rapport à cet ajout de données. Et si vous voulez, tu peux la passer. Hein, mais concrètement, c'est exactement je peux ce la dont je passer. parle. Ouais. Donc là, Ah oui, c'est tu vois Seth. pas l'écran? Si. Si, je le vois, c'est bon. C'est Seth, donc, qui est principal programme manager, qui expliquait ça pendant la démo. Là, il prend le site de e-commerce, c'est un site qui vend du matériel pour faire des randonnées. Et donc, il pose une première question au chat, en fait, au format un peu copilote. C'est un assistant shopper, personal shopper, il me semble. Et voilà, il lui demande de lui donner, en fait, la politique de retour concernant un certain type de tente. Et l'IA parvient à lui répondre en lui donnant vraiment la politique de retour et en s'appuyant sur les données internes de l'entreprise. Là, il explique comment est-ce qu'on vient créer une ressource Azure OpenAI, et c'est comme toutes les ressources Azure, vous les créez dans le portail Azure. Et puis derrière, vous avez la possibilité d'aller jouer dans le Azure OpenAI Studio une fois que vous avez créé cette ressource.
Donc là, il montre que vous avez plusieurs types de déploiements. Vous avez GPT 3.5 qu'a utilisé Philippe tout à l'heure. Mais sinon, vous avez GPT-4 qui est en preview, il me semble, en tout cas pas disponible généralement. Donc là, il reformule en fait sa demande dans le chat, mais là sans les données internes de l'entreprise. Et donc, bon, là, c'est une première question un peu bateau qui demande sur la logistique du camping. Mais la seconde question, elle lui demande quelle est la politique de retour pour cette fameuse tente. Et l'IA lui répond, bah, je ne sais pas de quelle tente tu parles, il faut que tu te retournes vers l'entreprise qui t'a vendu la tente. Donc ça, c'est pour montrer à quel point c'est pertinent de venir intégrer en fait les propres données de l'entreprise. Et là, je pense qu'il me semble qu'il faisait un petit point sur le fait que ces données-là, elles sont évidemment isolées dans des conteneurs. Donc, vous ne partagez pas un conteneur avec d'autres entreprises ou avec d'autres clients Microsoft. Et ces data, Microsoft ne les utilise pas pour entraîner ses propres modèles. Et évidemment, elles ne sont pas comment dire ça, visibles par les autres, exploitées, voilà, ni par les autres clients, etc. Et elles sont protégées par plusieurs mesures de sécurité. Donc là, c'est ce qu'il était en train de montrer. Il a rajouté sa propre source de données. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez mettre du blob storage, vous pouvez mettre du Cosmos DB, du cognitive search. Là, en l'occurrence, il va utiliser du cognitive search, pardon. C'est l'alcool. Voilà. Exactement. C'était pour décompresser avant la séance. C'est ça. Et là, en fait, vous prenez en fait l'index. Donc, il a utilisé Azure Cognitive Services. Il remplit un petit peu les champs de son index. Et puis là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la feature en fait. Est-ce que vous voulez limiter les réponses juste au contenu de votre donnée interne, ou est-ce que vous voulez que l'IA l'enrichisse? Et là, il refait le test et l'IA miraculeusement va lui donner. Enfin, pas miraculeusement, c'est logique, il va lui donner la réponse adéquate basée sur cette donnée interne. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement, alors c'est à ce moment-là qu'il le fait, vous allez voir, 30 jours. ça va lui mettre une citation, ça va assez rapide. Ouais. Ça va lui mettre une citation, en fait, ça va vraiment le rediriger vers le lien en fait de la politique de retour concernant ce produit-là en particulier. Voilà. Eh ben, écoute, donc ça, c'est très c'était pour clair. la démo. Eh ben, En tout cas, j'espère que c'est clair. Merci, Je pense Laurine. que Et je passe le flambeau à Christopher. Fabrique, je pense que tu vas nous en parler. Explique-nous la valeur ajoutée du produit. Alors, je pense qu'elle est... j'ai pas mal lu de docs, je commence à appréhender ça, mais vas-y, on t'écoute. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent Power BI. Power BI, c'est un outil qui nous permet de faire de la data visualization. On va se connecter à plein de sources de données, qu'elles soient sur Azure ou pas, qu'elles soient on-prem ou dans le cloud, et on va pouvoir faire des rapports qu'on va pouvoir partager. Et ceux qui font du Power BI ont remarqué un petit changement de couleur il y a quelques temps. Là, derrière moi, c'est la couleur de Power BI. Donc, pour parler de Fabrique, on va plutôt partir sur la couleur de Fabrique. Power BI, le problème, c'est que ça s'adresse à une partie data visualization, mais avant de visualiser les données, il faut les avoir. Et en général, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire des pipelines avec un outil A, voire avec un outil A, B et C. Il faut faire probablement un petit peu de cleaning de données avec un autre outil. Il faut stocker ces données quelque part, soit dans un data warehouse, et là on a une structure de données qui est en général assez bien organisée, soit dans un data lake. Et le problème des data lakes, c'est que c'est un peu un fourre-tout, quoi. Je ne sais pas si vous avez ça, mais moi, sur mon bureau, j'ai toujours un dossier à trier. Donc, dès que mon desktop est un peu trop encombré, je mets tout dans la trier. Et bon, je trie jamais ce qu'il y a dans la trier. Et c'est un peu le problème de beaucoup de data lakes. C'est que finalement, on a accumulé plein de données qui n'est pas structuré, qui n'est pas organisé. C'est complexe de venir l'utiliser. Et souvent, il n'y a que des data ingénieurs qui sont capables d'aller extraire de la donnée des data lakes. Et donc, on se retrouve avec plein d'outils qui adressent des populations différentes, qui communiquent entre eux, mais souvent, on va copier des données. On ne peut pas, dans le data warehouse, avoir les mêmes données que dans le data lake, etc. Et donc, finalement, quand on est une équipe data, on est obligé de gérer plein d'outils différents qui ont des stockages de données différents, de dupliquer la donnée
pour arriver à en faire quelque chose et arriver à intégrer un petit peu tout ça. L'idée de Fabric, c'est de réunir au sein d'un seul produit toute la chaîne qui permet de donner à des utilisatrices ou des utilisateurs business la donnée dont ils ont besoin pour prendre des décisions. Et de faire ça avec un mode SaaS, Software as a Service. Donc, on est un petit peu comme du Microsoft 365. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas à se dire, alors attention, là, je fais des notebooks, donc j'ai besoin de gérer un cluster Spark. Là, je fais des pipelines qui s'exécutent dans un conteneur, donc j'ai besoin d'un Kubernetes. Là, j'ai besoin d'une base de données, donc il va falloir que je dimensionne mes vecteurs, ma mémoire par rapport à cette base de données. On oublie tout ça. On a un Microsoft Fabric, on a un système de stockage qu'on appelle OneLake, qui est commun à toutes les manières dont on va pouvoir utiliser nos données, et on provisionne rien du tout. C'est du serverless. Ça veut dire que l'on exécute un pipeline, un notebook ou une requête SQL dans un data warehouse, finalement, on a juste à cliquer à exécuter dans l'interface web. Et il y a un compute quelque part qui exécute ça sans qu'on ait eu à le provisionner nous-mêmes ou à le gérer nous-mêmes. Très clair, donc c'est une offre SaaS. C'est une offre SaaS, ouais. C'est ça surtout qui est important, ouais. Et ça change le mindset. J'ai vu quelques experts BI et Big Data. J'ai vu des troubadours du cloud. Je ne sais pas s'il y a des archis, mais ça change un peu le mindset. Parce que c'est une appli SaaS. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de choses qui vous sont abstraites par la plateforme. Donc ça simplifie les choses, mais ça veut aussi dire qu'on ne met pas les mains dans le cambouis. Il y a des gens qui aiment ça. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas prendre des réflexes. S'il y en a parmi vous, par exemple, qui utilisaient Synapse, et il y a des choses qui ne migrent pas bien en termes de réflexion, de conception entre Synapse et Fabric, par exemple. Parce que c'est un produit SaaS, ce n'est pas un produit PaaS. Donc, il y a des limitations inhérentes à la simplicité du produit qui fait qu'on a moins de maîtrise qu'auparavant. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus simple de l'utiliser et on a moins besoin de connaissances pour pouvoir l'utiliser au quotidien. C'est ça ? Exactement. Je vais prendre un exemple avec OneLake. Le OneLake, il n'y en a qu'un seul. Il ne peut pas y en avoir 0, il ne peut pas y en avoir 2 ou plus. Il y en a un seul par tenante, donc par organisation qui utilise Microsoft Fabric. C'est la même, c'est une relation 1-1 avec le tenant Azure AD, pour ceux qui connaissent. Et il est mondial. Ça veut dire qu'on peut stocker nos données en France, en Irlande, aux États-Unis, mais on n'a pas à gérer tout ça. En fait, on crée juste un workspace. On dit que le workspace, il est basé dans une région parce qu'on peut avoir des prérequis de data residency. Et ensuite, si on le souhaite, si on a les bons droits, on peut très bien faire une requête qui va finalement taper dans un morceau du OneLake qui est en Californie, un morceau du OneLake qui est en Irlande, sans que nous, l'utilisateur, on ait besoin de se dire « Attends, mais c'est 2 comptes de stockage ADLS Gen 2, donc il faut d'abord que je fasse ma requête dans un coin, puis dans un autre, que j'agrège quelque part. » On n'a pas à s'occuper de ça, on fait sa requête normalement et c'est tout. Ok, c'est très clair. Est-ce qu'il y a une intégration de l'intelligence artificielle dedans? Oui, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau de Power BI. Dans Power BI, on peut créer son modèle et dans son modèle, on peut créer des mesures qui sont en fait des calculs qu'on effectue déjà sur la donnée. Eh bien, il y a un assistant copilote pour DAX. DAX, c'est le langage dans lequel on écrit ces mesures-là. Et donc, on a dans le client Power BI, copilote pour DAX qui nous permet d'écrire en fait la métrique métier que l'on veut obtenir et ça nous écrit le code pour, entre guillemets, faire cette requête, créer cette métrique-là. Et puis, on a une expérience copilote qui va arriver petit à petit dans Microsoft Fabric. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour créer un rapport Power BI, on aura juste, entre guillemets, à poser la question à un copilote et copilote va automatiquement faire la requête et nous mettre les graphiques sur la surface de designer de Power BI. Quand on va créer un notebook Spark pour faire du data engineering, on aura aussi là copilote qui va nous aider à écrire le code Spark. Et puis, ça va aller encore plus loin. Comme je l'ai dit, une des visions de Fabric, c'est de donner accès à la data aux gens qui en ont besoin. Et donc, on va avoir copilote dans Teams qui va pouvoir répondre à des questions où la réponse se trouve dans des datasets. Donc, on va pouvoir lui dire, par exemple, combien j'ai eu de ventes
sur telle catégorie de produits dans le sud-ouest. Et là, en fait, Copilot va aller chercher des datasets certifiés dans l'organisation auquel moi j'ai accès, va effectuer une requête sur ces datasets, va nous donner le résultat avec le lien vers la requête, vers la donnée d'origine. Donc ça va arriver le plus tard parmi toutes les expériences Copilot, mais c'est pour montrer un petit peu le niveau d'intégration et d'aide qu'on va avoir avec Copilot et Fabric. Et d'investissement indirect par Microsoft, bien entendu. OK. Copilot, OK. Power BI, Direct Lake, c'est quoi? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Power BI, je l'ai dit, c'est un outil de visualisation de données. Donc, qui dit visualisation de données dit qu'à un moment donné, il va falloir aller requêter ces données. Aujourd'hui, dans Power BI, on a deux moyens, entre guillemets, deux modes d'accès à cette donnée. Le premier, c'est Direct Query. Direct Query, ça veut dire que Power BI va créer une requête SQL qu'il va envoyer à la source de données. Mais ce qui fait qu'à chaque fois que l'on va cliquer quelque part dans un rapport Power BI, puisque Power BI permet de faire des graphiques interactifs, par exemple, on pourra avoir d'un côté un camembert et ensuite une courbe. Le camembert, c'est la répartition des ventes par catégorie de produits, et puis la courbe, c'est le détail des ventes par journée. Mais si on clique sur la catégorie chocolatine et autres viennoiseries, on va avoir la courbe qui se met à jour. En Direct Query, à chaque fois qu'on va cliquer sur une catégorie, ça va refaire une requête au serveur SQL source. C'est très bien pour avoir les données à jour. C'est moins bien en termes de performance parce que si la requête que l'on fait, elle est obligée de scanner 20 millions de lignes, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va cliquer dans Power BI, on va avoir le petit truc de chargement pour avoir cette information. Et donc, du coup, souvent, on utilise le mode d'import. Le mode d'import, en fait, Power BI va, au moment où on rafraîchit les données du rapport, télécharger ça une fois, l'agréger dans un format spécifique qui permet d'être rapide au point de vue d'analyse. Et ensuite, une fois que c'est chargé au format Power BI, là, l'interactivité entre les différents graphiques est instantanée. Mais du coup, si on va avoir les nouvelles données, il faut faire un refresh. Et le refresh, il peut durer quelques minutes, quelques heures, en fonction du volume de données que l'on a. Direct Lake, c'est un nouveau mode qui permet de connecter Power BI directement aux données qui sont dans le Data Lake, donc dans Microsoft OneLake. C'est en fait le meilleur des deux mondes entre l'import et le Direct Query. On a les performances de l'import en termes de rapidité de requête et on a la partie temps réel, pas d'update ou pas de système de cache, entre guillemets, qu'on peut avoir avec Power Query. Et donc, on est capable, il y a une démo à Build où on tape sur une base de données qui a 3 milliards de lignes, donc ça commence à faire quelque chose, et on fait des graphiques de segmentation sur des ventes dans Power BI, on clique sur les graphiques et en moins d'une seconde, on a ces requêtes de segmentation qui sont faites sur 3 milliards de lignes. Ok, impressionnant. Azure Cosmos DB, c'est quoi les nouveautés qui ont été annoncées? Alors, il y a pas mal de nouveautés qui ont été annoncées, dont certaines vont être utiles à pas mal de gens. La première, je la cite parce que c'est j'aime créer des fois des petites architectures un peu folles en termes de spec, et notamment folles en termes de on réduit les coûts et on essaie d'avoir une infrastructure qui est très réduite. On avait fait une vidéo sur ProxyVote. Le souci, c'est que des fois, on va avoir des pics de charge et bien qu'il existe l'autoscale dans Cosmos DB, c'est un petit peu limité. Bon, c'est x10, mais des fois, on a besoin de dépasser un petit peu plus. Et donc, on a sorti un nouveau mode qui s'appelle le Burstable Mode, qui permet en fait d'acquérir, si notre base de données n'est pas trop utilisée, on va acquérir entre guillemets des crédits pour pouvoir venir dépasser la capacité qu'on a provisionnée pendant un temps très court. Donc, si jamais on a un petit pic de charge à un moment donné, on va pouvoir l'absorber via ce Burstable Mode. Si on a un pic de charge qui est plus gros ou plus long dans la durée, là, il faudra augmenter la capacité. Une autre nouveauté qu'on a qui est assez intéressante, notamment pour les personnes qui développent des applications SaaS, c'est avoir plusieurs niveaux de hiérarchie dans les partition keys. La partition key, c'est un concept qui est clé dans Cosmos DB, qui permet d'achever une scalabilité quand elle est bien faite. Le problème, c'est qu'on n'en a qu'une.
par document. Donc, du coup, souvent, on est obligé de faire ce qu'on appelait une composite partition key, c'est-à-dire que dans notre code, en fait, on assemblait plusieurs morceaux pour faire une partition key. C'était pas forcément très optimisé. Et donc, maintenant, on peut faire des hiérarchies. Donc, par exemple, on pourrait avoir en premier niveau l'ID du tenant, l'ID de votre client, et en deuxième niveau, l'ID du document, ce qui vous permet très facilement d'isoler, par exemple, différentes tenantes sur différentes partitions Cosmos DB. Et il me semble qu'on avait autre chose. Oui, dans les choses qui sont aussi très intéressantes, qui sont en train d'arriver, un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre que les deux premiers que j'ai cités, c'est les Materials View, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des vues matérialisées qui sont calculées par Cosmos DB lui-même. On pouvait développer quelque chose comme ça nous-mêmes en utilisant par exemple le change feed. Là, ça va être supporté nativement. Donc, c'est pas mal étant donné que Cosmos DB n'est pas fait pour des requêtes d'analytics, pas fait pour certains croisements. Donc voilà, des fois le modèle de données est un peu compliqué à créer en fonction de toutes nos contraintes. Et donc là, en fait, on va pouvoir, avec les Materials View, déléguer à Cosmos DB la création de vues matérialisées, ce qui va nous simplifier les choses dans un certain nombre de cas. Ok, et dernier point sur la data, Azure SQL, DB, Hyperscale, Elastic Pool. Putain, c'est un nom sacrément long. Hein. Oui, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Ça va. On a fait pire. Hein. Ouais, vous pouvez écrire dans le chat si vous avez une idée de nom de produit Microsoft qui dépasse les 6 mots. Je pense qu'on peut en trouver. Alors, il faut décortiquer si on ne connaît pas tout ça. Azure SQL DB, ça, je pense que tout le monde connaît. C'est une offre managée d'une base de données SQL. Là aussi, je vais prendre l'exemple de personnes qui développent des applications SaaS. Un des moyens d'isoler vos différents clients ou vos différentes tenantes, c'est de créer une base de données par client. Comme ça, on est sûr qu'on a une isolation au niveau de la base de données, voilà, il n'y a pas besoin de faire cette utilisation au niveau du code. Du coup, si on fait une erreur de code, etc., on pourrait leaker les données d'un client à un autre. Des fois, c'est plus simple de faire ça carrément au niveau de la base de données. Le problème, c'est que l'unité de dimensionnement des bases de données Azure SQL, que ça soit en DTU, donc c'est une option qui abstrait les CPU et la RAM, ou que ça soit justement en vCore, eh bien on va se retrouver finalement à devoir donner plein de petits cœurs à plein de petits clients, alors que il y a des clients qui ne vont pas l'utiliser. C'est bien de donner plein de petits cœurs à plein de petits clients. Ouais, c'est une bonne manière. J'aime bien. Après avoir parlé de DTU, vas-y. Exactement. Le problème, c'est qu'il y a des clients qui, des fois, pendant quelques heures, n'ont pas besoin d'amour. Et puis, il y a des clients qui ont besoin de beaucoup d'amour pendant quelques minutes. Et donc, du coup, c'est compliqué à faire quand on est dans ce mode-là. Et donc, on a créé des Elastic Pools où l'idée, c'est de dire, bon, en fait, on a tous ces petits clients, on a ce gros cœur, ils vont pouvoir se le partager. Et donc, du coup, si ces clients-là ont des besoins qui s'étalent un petit peu dans le temps, chacun va pouvoir bénéficier d'un gros cœur. Et nous, en contrepartie, ça risque de nous coûter moins cher puisqu'on va pouvoir mutualiser finalement les ressources sur plusieurs clients sans avoir à gérer ça de manière fine par base de données. Donc ça, c'est Azure SQL Elastic Pools. Ça existe depuis un petit moment et on l'utilise dans un certain nombre de nos produits Microsoft en interne, pour citer Dynamics, pour en citer qu'un. Le problème, c'est qu'il y a des clients qui dépassent en fait les limites de Azure SQL. Donc de mémoire, une base de données Azure SQL ne peut pas faire plus de 4 Tera. Donc c'est peut-être beaucoup pour vous, mais pour certains, c'est pas suffisant. Alors qu'on a une autre offre qui s'appelle Azure SQL Hyperscale, qui permet d'aller bien au-delà en termes d'IO ou en termes de stockage jusqu'à 100 Tera. Et Azure SQL Hyperscale Elastic Pool, c'est l'association des deux, tout simplement. Donc ça repousse la limite à 100 Tera ? Oui. Alors, c'est pas que la limite des 100 Tera, c'est plein de choses sur la capacité à faire des backups rapides, sur le nombre d'IO maximum. Donc là, la différence en fait entre l'autre nom, en fait, le nom complet de Azure SQL DB Elastic Pool, ça devrait être Azure SQL DB General Purpose Elastic Pool.
Moi, je trouve C'est que la c'est un différence nom entre General super. Purpose et Hyperscale. Ce que je vous propose, c'est de passer à ma partie, pour le coup, rapidement, des nouveautés en termes d'infrastructure. Donc cette année, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés en termes d'infrastructure, mais j'ai essayé de lister les 3 principales. La première, c'est ce qui concerne Cost Management. Alors vous le savez sans doute, mais pour visualiser le coût de vos ressources dans Azure, eh bien, il y a un service qui s'appelle Azure Cost Management. Et dans sa nouvelle version, qui est actuellement en preview, on va s'appuyer sur les capacités de l'IA pour vous permettre de mieux comprendre, de mieux analyser, de mieux gérer les coûts que vous avez dans Azure. En fait, vous allez poser des questions à Cost Management pour comprendre votre facture. Par exemple, vous allez dire « Résume-moi ma facture »,« Décompose mes coûts »,« Pourquoi ma facture a-t-elle augmenté ?» Ou alors, et là on est dans une démarche de FinOps accompagnée de l'IA, « Comment réduire les coûts associés à mes ressources Azure ?» Et dans ce cas-là, Cost Management va vous donner des conseils en ligne, en chat, pour justement optimiser votre conso Azure ou mieux appréhender les différentes lignes qui sont affichées sur votre facture Azure. Donc ça, c'était la première nouveauté. Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Et d'ailleurs, pour pouvoir bénéficier de cette nouveauté, sachez qu'il faut vous faire une requête sur un Microsoft Form. On aime bien en ce moment avec ChatGPT, etc., les Microsoft Forms chez Microsoft. Voilà. Et avec ce lien-là, vous pouvez faire une demande sur votre abonnement avec votre billing account que vous pouvez retrouver dans Cost Management. Et concrètement, vous allez pouvoir accéder à une sorte de ChatGPT qui va vous aider à optimiser vos coûts, à comprendre votre facture et à analyser tout ça. Donc ça, c'était la première nouveauté dont je voulais vous parler. Je vous ai envoyé le lien, n'hésitez pas à vous inscrire sur la preview, c'est gratuit. Deuxième nouveauté, les machines virtuelles confidentielles. Alors là, pour parler des machines virtuelles confidentielles, il faudrait parler de ce qu'on appelle l'informatique confidentielle, qui consiste au final à protéger les données que vous utilisez en effectuant des traitements dans un environnement d'exécution qu'on appelle approuvé. C'est ce qu'ils appellent chez le TE, le Trusted Execution Environment. Donc le principe, c'est que vous avez un matériel spécifique qui va sous-tendre votre infra. Et lorsque vous allez exécuter vos applicatifs, exécuter votre code en mémoire, donc par exemple dans de la RAM, pendant le traitement de ce code, il faut savoir que tout va être chiffré, tout va être protégé. Et ça va vous permettre de mixer le fait de chiffrer les données au repos, le fait de chiffrer les données en transit et le fait de chiffrer les données en utilisation, tout ça dans un même service Azure. Donc en fait, votre machine virtuelle, elle va s'exécuter donc dans un environnement matériel approuvé, le fameux Trusted Execution Environment. Les données, elles sont chiffrées au repos, c'est-à-dire que quand elles sont sur le disque, quand elles ne sont pas utilisées, elles sont chiffrées. Et c'est au moment où vous accédez aux données qu'on va les déchiffrer. On va chiffrer les données en transit, donc tout ce qui transite entre les différents réseaux, que ça soit public, privé, etc., on les chiffre. Et puis on va chiffrer les données quand on va les utiliser. Et pour vous permettre d'utiliser cette technologie de machines virtuelles confidentielles, on s'appuie sur des Intel Xeon. Peut-être que vous connaissez ce type de processeur. Alors c'est la 4e génération de mémoire et ça ne s'adresse qu'à 2 tailles de machines virtuelles Azure, les DCASV5 et les ECASV5. C'est ça, DCASV5 et ECASV5 qui sont d'ailleurs disponibles en Europe, en Ouest Europe et en North Europe. On va regarder ça, mais je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, voilà, vous prenez le fameux site qui vous permet de connaître par région Azure quelle est la dispo de tel ou tel service plutôt que tel autre. Donc, je vous envoie le lien dans le chat. Voilà, juste ici. À partir de là, dans ce site-là, on va faire une petite recherche sur notre fameuse taille de machine virtuelle, par exemple DCASV5. Et là, on retrouve qu'elles sont disponibles en Europe du Nord et en Europe de l'Ouest. Une fois qu'on sait ça, dans Azure, concrètement, donc en me connectant au portail Azure, je vais créer une ressource, sauf que dans le marketplace, je vais taper le mot-clé d'une certaine façon, confidential compute. Et là, Azure va m'afficher directement les types de systèmes d'exploitation et leur génération associée. Donc c'est du Gen 2 qui est maintenu. Mais typiquement, on voit que des Ubuntu, on a du 2019, du 2022 aussi en Windows Server. Tous ces OS-là vont bénéficier de ce qu'on appelle l'informatique confidentielle.
qui est donc instancié dans un environnement matériel protégé qu'on appelle un TE. Donc là, si je crée ma VM Ubuntu confidentielle, eh ben, je vais avoir dans les types de sécurité ici la possibilité d'exécuter mon OS dans un environnement sécurisé. Et d'ailleurs, on vous parle aussi de ce qu'on appelle des Virtual Trusted Platform modules. Alors, le TPM, c'est une puce qui vous permet de chiffrer matériellement des informations sensibles. On l'utilise d'ailleurs souvent quand on démarre notre ordinateur. On a souvent maintenant une puce TPM. Et cette puce TPM va avoir une empreinte de notre matériel. C'est comme si on avait l'ADN de notre matériel qui est stocké dans cette puce. Et au final, quand vous démarrez votre OS, que ça soit du Windows 11, que ça soit du Windows Server 2016, 2019, 2022, au moment du démarrage, la puce matérielle qui est dans votre ordinateur, elle va vérifier que l'environnement matériel sur lequel vous exécutez Windows est bien celui qui prétend être et qu'il n'a pas été altéré. Par exemple, on n'a pas rajouté un deuxième disque dur, ou on n'a pas mis une clé USB. Et c'est ce qu'on appelle le Secure Boot, si ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire de démarrer de manière sécurisée votre environnement, basé sur une empreinte, un ADN de votre ordinateur qui est stocké dans une puce TPM, Trusted Platform Module. Et ben, c'est le même principe dans Azure, c'est-à-dire que quand vous allez créer une VM, quand vous allez la démarrer, Azure va s'assurer qu'elle est démarrée dans un environnement qui est sécurisé. Donc retenez, pour résumer, même si c'est une toute petite démo, retenez que concrètement, on va avoir une machine virtuelle qui est basée sur certains systèmes d'exploitation que vous pouvez créer. Donc ces systèmes d'exploitation, il y a du Ubuntu, du 20.04, du 22.04, on a du Windows Server 2019 et 2022 pour la prise en charge. Donc ça s'adresse vraiment à un marché bien spécifique. C'est, on va dire, le marché de la santé, le marché de la défense. Sur certaines banques aussi, on va avoir ce type de besoin d'informatique confidentielle où on veut s'assurer que l'environnement d'exécution de ma machine est totalement sécurisé, y compris au niveau matériel. Donc il est isolé et sécurisé. Typiquement, l'hyperviseur, vous vous doutez bien que dans Azure, notre hyperviseur, c'est en priorité de l'hyper-V. Eh ben, l'hyperviseur ne pourra pas checker ce qu'il y a en RAM sur la machine virtuelle qu'il instancie, sur le fameux invité. Tout est chiffré en fait avec cette fameuse puce Intel qui est proposée. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'informatique confidentielle. Et puis la dernière chose qu'on a annoncée, oui, c'est Red Hat Enterprise Linux 9.2 Tech Preview. Ça fait aussi pas mal long comme service, je trouve, à expliquer. Donc là, c'est un peu le même principe, sauf que c'est des machines virtuelles confidentielles qui sont basées sur AMD. Et on va s'assurer que toutes les données sensibles traitées par le système d'exploitation Guest Red Hat sont protégées lors de leur utilisation en mémoire. Donc là, on est plutôt sur une archi AMD, encore une fois, mais c'est un peu le même principe que ce que j'ai vu avant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les machines virtuelles confidentielles, les Red Hat Enterprise Linux, vous bénéficiez du chiffrement au repos. Pour rappel, sur du Windows, on va pouvoir bénéficier par exemple de BitLocker, ou sur du Linux, on va pouvoir bénéficier de DMCrypt. C'est le même principe. Et sachez, pour terminer là-dessus, et après, promis, je me tais, sur les machines virtuelles confidentielles, vous pouvez... j'ai oublié ce que j'allais vous dire. Vous pouvez stocker la clé de déchiffrement. Vous, en tant que client, vous pouvez la gérer au quotidien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de laisser la gestion de la clé de chiffrement à l'initiative de Microsoft. Et pour pouvoir utiliser votre propre système de gestion de clés pour de l'informatique confidentielle, vous devez au final lancer une commande PowerShell, je crois, de mémoire, avant la création de l'AVM, pour lui spécifier que vous managerez les clés de déchiffrement. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai fait vite, mais est-ce que vous avez des questions dans le chat? Vous êtes bien silencieux, les trois autres. Thomas, ils se sont endormis. On t'écoute Ils se sont endormis. Ouais, alors ça, c'est du mytho, Lorena. Tu m'écoutes déjà pas au quotidien dans le travail. Alors si en plus tu dis que le soir tu m'écoutes, j'y crois pas. Alors Punisher, il dit je dois y aller. Ok. En gros, quand je dis vous avez une question, Punisher, il dit moi je vais. Écoute, moi ça me va. Si tu veux. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. En tout cas, vous l'avez compris, ça s'applique, ça s'adresse à des clients qui ont un gros besoin de sécurité globale sur leur infrastructure. Ok. Ce que je te propose clairement,
Thomas, c'est de terminer. Oui. Alors, premier sujet, Azure Container Storage. C'est un service en public preview actuellement pour gérer de façon unifiée son stockage, enfin, ses besoins de stockage dans Azure Kubernetes Services. Ce que vous avez l'habitude de faire si vous faites du Kubernetes, c'est de gérer manuellement vos persistent volume claims et vos montages de volume dans vos pods. Là, avec Azure Container Storage, ce qui va se passer, c'est que vous allez déclarer un pool d'un type de stockage. Donc ici, par exemple, de l'Azure Disk, de l'Elastic SAN ou de l'Ephemeral Disk, peu importe. Vous allez déclarer ce pool de stockage. Et ensuite, dans vos pods, que vous allez déclarer dans AKS, eh bien, vous allez cibler ce pool de stockage et l'instanciation va être faite de manière transparente. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de gérer dans vos YAML, eh bien, j'ai besoin d'avoir un premium SSD, d'un espace de 10 gigas, par exemple. Vous allez juste référencer ce pool dans votre container storage et c'est lui derrière qui instancie physiquement dans Azure ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc, c'est utile pour simplifier le volume management avec AKS. Et la grosse fonctionnalité qui peut être hyper intéressante suivant vos usages, c'est que si vous provisionnez un espace trop petit, bien, il va scaler à la demande. Voilà. En fonction, il s'adapte à vos besoins de stockage. Donc ça, c'est hyper cool. Les conteneurs confidentiels. Alors, Philippe a parlé des machines virtuelles confidentielles. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez les mêmes types de besoins et que vous faites du conteneur, eh ben, c'est possible de faire des conteneurs confidentiels avec Container Instance et avec AKS. Donc, on garde voilà, ce que Philippe a expliqué tout à l'heure, chiffrement des données au repos, en transit et en utilisation, mais pour un environnement conteneurisé. Techniquement, comment ça se passe derrière? Vous allez avoir un conteneur dit sidecar qui va être adossé à votre conteneur applicatif et c'est lui qui va gérer le chiffrement, déchiffrement des données pour votre application. Voilà. Pareil pour vous, c'est transparent. Sur ACI, ça a un surcoût que j'ai estimé à environ 10 € par mois. Donc, comme quoi, c'est pas excessif pour une offre entièrement sécurisée, gérée par Azure. Voilà. Le upcost est assez modéré. Voilà. Dernier sujet, Azure Container Apps. Donc, le petit dernier de l'offre de conteneurs dans Azure, entre l'Azure Container Instance et l'AKS. On a Container Apps, une offre serverless de déploiement de conteneurs dans Azure, dont on parlera du coup jeudi prochain, si je ne dis pas de bêtises, avec Philippe, et qui vous permet de déployer vos conteneurs dans un mode purement serverless, tout en profitant des fonctionnalités de Kubernetes, en termes de scalabilité, résilience, voilà, à suivre jeudi. Ce qui a été présenté à Build pour Azure Container Apps, c'est la possibilité de gérer des jobs, donc des tâches planifiées. Vous avez 3 modes d'exécution de ces tâches, toujours en environnement totalement serverless. C'est soit à la demande, donc vous faites le déploiement vous-même et vous demandez l'exécution de ce job. Vous pouvez là réellement le planifier et donc demander une récurrence dans l'exécution de votre tâche conteneurisée, soit en spécifiant une intervalle à laquelle votre conteneur va être déclenché, soit en précisant un horaire ou un jour fixe. Voilà, ça c'est la deuxième possibilité. Soit troisième point, et là c'est hyper intéressant, c'est la possibilité d'exécuter le job dans une Azure Container Apps à la réception d'un événement. Voilà, donc là, on est sur un mode événementiel. C'est proposé grâce à Keda, voilà, Kubernetes Event Driven Application. Donc là, vous allez finalement réagir à un événement. Par exemple, un message reçu dans un service bus ou dans un event hub. Voilà. Et là-dessus, sur cet événement-là spécifiquement, vous allez déclencher l'exécution de votre conteneur dans un Container Apps. Ok, très clair. Petite démo? Petite démo, et c'est parti. Merci. Tac. Donc, je vais aller créer une ressource. On va demander
une container instance. Voilà. Alors, c'est une démo assez simple, comme l'a dit Philippe. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer comme c'est simple de déployer un conteneur dans un environnement confidentiel, hyper sécurisé, chiffré de bout en bout, avec Azure Container Instance. Donc, un petit create. Et finalement, ce qui va être important, c'est tout d'abord la région, parce que ce mode confidentiel n'est pas disponible sur toutes les régions. Donc, Ouest Europe, si je ne dis pas de bêtises, c'est OK. Et ici, c'est au niveau des SKU, où nous avons besoin de spécifier le SKU confidential. Ensuite, l'image de conteneur que vous allez utiliser doit être prévue pour ce mode confidentiel, dans le sens où, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, il faut utiliser un type d'OS Bien compatible. spécifique, ouais. Voilà. Ok. Absolument. Et c'est tout. On n'a que ça à C'est faire. très clair. C'est très clair. Et ça a un surcoût, donc, tu l'as dit, mais de 10 € estimé, c'est ça? C'est ça. Alors, j'avais fait la simulation, une container instance avec un vCPU, 1 Go de RAM. En mode standard, on était autour de 40 € par mois. Et en mode confidentiel, on était à un peu plus de 50. Eh bien, pour moi, on a tout vu. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs, dames, Laurine, Christopher, Thomas? Non, je pense qu'on n'a pas été exhaustif évidemment sur toutes Non. les annonces qui ont été faites, hein, mais on n'allait pas refaire la keynote de Satya. Donc voilà, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, Moi, on a essayé de rajouterais prendre quand les même- plus gros sujets, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc c'est compliqué de faire un choix. Moi, je rajouterais quand même 2 petites nouveautés parce qu'elles vont tellement me simplifier la vie au quotidien. Le premier, et les 2 sont en rapport avec Windows. Le premier, c'est l'arrivée du support de d'autres archives que zip dans l'explorateur Windows en natif, notamment RAR et TAR. Et le deuxième, c'est qu'on va pouvoir, en activant un développeur mode, faire sur la taskbar, clic droit, killer le processus sans ouvrir le Task Explorer, le Task Manager. Et Voilà. t'es terrible Pas grand chose, parce que Pas mais mal. t'es terrible parce qu'on parlait de toi avec Fabien cette semaine. Il nous disait il faut toujours qu'il nous parle de la prise en charge de WinRAR et le clic droit sur le kill du process. Il nous a dit il faut qu'il le place à chaque fois. Mais c'est parce qu'il a acheté WinRAR et du coup, maintenant, finalement, Alors, Ah, anecdote, puisqu'on est déjà en retard, j'ai voyagé dans le bus de l'ancien patron de WinRAR. Son propre bus ou il était dans un bus? Non, Parce son que- propre bus. En fait, il y a des années, j'ai fait un tour d'Europe avec Microsoft et on était c'est des bus de Rockstar. Pas qu'on est des Rockstars, mais c'est des bus, Ouais, vous savez, ouais. où il y a un salon Mm. au rez-de-chaussée, des couchettes à l'étage, puisqu'en fait, on faisait une conférence par ville par jour. Donc, on faisait la conférence le matin, le midi et l'après-midi. Et puis le soir, on roulait vers la prochaine ville. Ouais, mais c'est énorme. Comme et les présidents, quoi, quand ils font le tour pour les élections. Comme voilà ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis et ce qu'ils vont commencer à faire pour les élections des partis. Oui. Et en fait, on a appris en discutant avec le chauffeur que la personne qui a créé cette société de bus, c'est une société, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui proposent ce genre de bus et ce genre de prestations. Et bien, en fait, c'est le fondateur de WinRAR qui a une passion pour les bus. Merci à vous, merci à tous les trois en particulier. Merci. Merci à toi de nous Avec avoir plaisir. invités. Eh ben, vous revenez quand vous voulez. Vous voyez, on pourra parler d'autres choses, mais vous revenez quand vous voulez. Ça sera avec Si les plaisir. feedbacks sont positifs, on revient. Alors, juste pour info, j'ai oublié de vous dire, mais si à la prochaine session Twitch à laquelle participera Laurine, il y a 100 personnes connectées, elle lance sa propre chaîne Twitch dédiée au RPG sur PS4. C'est ça ou pas? Sur J'ai tout PS4. Si. J'espère que d'ici là, j'aurai upgradé la console, mais oui. Bon, ben, merci à tous les Merci trois. à tous. À bientôt. Salut tout le monde. À bientôt. Salut. Bonne Salut. soirée. Salut.